Au nord du Burkina Faso, une ville émerge lentement du sable du Sahel, loin des yeux des médias occidentaux. Derrière ce chantier se cache un projet audacieux dirigé par Ibrahim Traoré, une ville construite non avec des prêts étrangers, mais avec les ressources locales. Plus de 2 millions de déplacés espéreront trouver refuge dans cette infrastructure financée par l'or du pays. Si ce pari réussit, il pourrait redéfinir ce que cela signifie construire un avenir en Afrique sans dépendre de l'extérieur. Mais les enjeux sont immenses et la réussite de ce modèle est loin d'être garantie. Ce projet colossal, dirigé par Ibrahim Traoré, repose sur un modèle qui s'écarte radicalement des pratiques traditionnelles de reconstruction en Afrique. Plutôt que de recourir à des emprunts étrangers et de s'en remettre à des acteurs internationaux, il choisit d'utiliser les ressources naturelles du pays, en particulier l'or extrait localement. L'ambition est double. D'une part, offrir un logement stable et durable à plus de 2 millions de déplacés internes, et d'autre part, réconcilier la population avec son environnement en transformant des terres abandonnées en espaces de vie. Le pari semble risqué. Si la structure locale échoue ou si les ressources naturelles ne suffisent pas, cela pourrait entraîner une crise bien plus profonde. Mais si cela réussit, ce modèle pourrait redéfinir la façon dont les nations africaines abordent la reconstruction en temps de crise. En jouant sur l'autonomie locale et la maîtrise des ressources, Ibrahim Traoré propose une alternative aux modèles d'aide internationale qui ont échoué à offrir une solution durable aux défis du continent. Il y a 6 mois, lorsque le projet de la ville de la Renaissance a été lancé, il semblait presque irréalisable. Le Burkina Faso, déjà fragilisé par des conflits internes et des crises humanitaires successives, se trouvait dans une situation extrêmement précaire. Plus de 2 millions de personnes déplacées par la violence, l'insécurité et les conditions climatiques extrêmes vivaient dans des camps improvisés, sans accès stable à l'eau potable, à des services médicaux de base ou à des infrastructures essentielles. L'approche d'Ibrahim Traoré était simple mais radicale. Utiliser l'or du pays pour financer la reconstruction de cette ville et non dépendre des prêts étrangers ou de l'aide internationale, souvent lente et inefficace. Ce choix politique a surpris de nombreux observateurs, car il mettait en question les pratiques de financement classiques pour la reconstruction après crise. Le projet était ambitieux. Faire de ces terres autrefois occupées par des groupes armés non pas des zones de conflit, mais des espaces de renaissance. L'idée n'était pas seulement de reconstruire des bâtiments, mais de réorganiser la société en donnant aux déplacés internes un rôle actif dans la création de leur futur. Ce projet audacieux promettait de transformer une crise humanitaire en levier pour un développement durable. Le début de la construction a été marqué par des défis logistiques et des incertitudes économiques, mais à mesure que les premiers bâtiments prenaient forme, le modèle montrait ses premiers signes de succès. Les images aériennes ont commencé à circuler, révélant des quartiers entiers qui se dressaient, là où autrefois il n'y avait que du sable et de la poussière. Ce n'était pas seulement une ville qui naissait, mais une nouvelle vision du développement, un avenir basé sur la résilience et l'autonomie. Au cœur de la ville de la Renaissance, Ibrahim Traoré joue un rôle crucial, non pas en tant qu'architecte ou ingénieur, mais en tant que catalyseur du changement social. Sa vision ne se limite pas à la construction d'infrastructures. Il s'agit de transformer les vies des déplacés internes et de leur redonner un sentiment de dignité. Mais cette transformation ne peut se faire sans les hommes et les femmes qui portent le projet au quotidien. L'une des premières figures qui incarne ce changement est Amadou, un ancien agriculteur déplacé après l'attaque de son village. Au début, son geste est hésitant, sa main tremble lorsqu'il pose la première brique d'un bâtiment. Mais rapidement, sous la guidance des ingénieurs militaires, il apprend à construire non seulement des murs, mais aussi sa place dans une nouvelle société. De l'autre côté du chantier, Fatou,
une veuve ayant perdu son mari dans les violences transporte des briques. Elle n'avait jamais travaillé sur un chantier auparavant, mais elle commence à maîtriser les techniques de construction. Ce changement n'est plus qu'une simple acquisition de compétences techniques. Pour Fatou, comme pour Amadou, il s'agit de redécouvrir un rôle, un sens de l'utilité et de la solidarité au sein de la communauté. Dans ce chantier, ils ne sont pas seulement des victimes, mais des bâtisseurs d'un avenir collectif. Le projet Ville de la Renaissance ne transforme pas uniquement le paysage physique, il modifie aussi la structure sociale. Ces premiers acteurs du changement illustrent comment, par le travail collectif, une société peut se reconstruire, non seulement matériellement, mais aussi émotionnellement et socialement. Le rôle d'Ibrahim Traoré est ainsi celui de guide, mais aussi de celui qui insuffle cette capacité à chacun de reprendre en main son destin. L'initiative d'Ibrahim Traoré a démarré dans un climat de méfiance, tant sur le plan local qu'international. En août 2024, les premiers bulldozers ont commencé à déblayer le terrain dans le nord du Burkina Faso, une zone considérée comme presque impraticable auparavant. Le projet, bien qu'ambitieux, a tout de suite fait face à des défis énormes. Les ressources étaient limitées et les infrastructures de base telles que l'eau, l'électricité ou même les routes étaient quasi inexistantes. Pourtant, la volonté de transformer cette situation a rapidement pris forme grâce à un modèle de financement novateur et autosuffisant, utilisant l'or extrait localement pour financer la majeure partie des travaux. Ce modèle a permis de contourner les emprunts extérieurs qui, par le passé, ont souvent engendré une dépendance problématique pour les pays africains. Au départ, le projet s'est structuré autour de la construction de 12 000 logements pour les déplacés internes, mais il a rapidement évolué pour inclure des écoles, des cliniques et des installations solaires. En 6 mois, des milliers de briques fabriquées localement ont été utilisées pour construire des bâtiments durables. Le génie militaire a joué un rôle central dans cette phase en s'assurant que les fondations et les structures des bâtiments résistent aux conditions climatiques difficiles du Sahel. En parallèle, des équipes civiles ont commencé à travailler sur les infrastructures essentielles, comme les réseaux d'eau et d'assainissement. Les progrès ont été étonnamment rapides. Grâce à une organisation rigoureuse et à l'implication active de la communauté locale, les premiers quartiers ont vu le jour. Ce qui était initialement perçu comme un projet risqué a progressivement gagné en crédibilité. L'une des premières réussites visibles a été l'ouverture de la première école construite par les habitants eux-mêmes, un moment symbolique pour la communauté. En parallèle, des panneaux solaires ont été installés dans tout le quartier, garantissant un accès à l'énergie pour les familles déplacées. Au fur et à mesure que le chantier progressait, les images aériennes des nouveaux quartiers se sont répandues dans toute la région. Ces images ont eu un effet psychologique puissant, renforçant l'idée que la ville ne se limitait pas à des plans sur papier, mais devenait une réalité tangible. Les familles déplacées ont commencé à s'engager activement dans le processus, en participant aux travaux de construction ou en s'impliquant dans l'organisation de la vie quotidienne. Cela a créé une dynamique positive, où les déplacés internes ne se voyaient que plus comme de simples bénéficiaires de l'aide, mais comme des acteurs du changement. Les autorités locales ont progressivement commencé à soutenir le projet, voyant dans cette initiative une solution durable pour un problème qui semblait insurmontable. Des entreprises locales ont été mobilisées pour fournir les matériaux de construction, ce qui a permis de stimuler l'économie locale. Cette approche a non seulement renforcé l'autonomie de la ville, mais elle a aussi permis de créer des milliers d'emplois, dont une part significative a été occupée par des déplacés eux-mêmes. Le projet Ville de la Renaissance est rapidement devenu un modèle de résilience, attirant l'attention d'autres pays sahéliens qui ont vu dans cette initiative une possibilité de réduire leur dépendance vis-à-vis de l'aide internationale.
Ibrahim Traoré, en prenant des décisions audacieuses, a non seulement permis à son pays de sortir de la crise humanitaire, mais a aussi créé un précédent pour l'Afrique, montrant qu'il était possible de bâtir un avenir sans attendre une aide extérieure. Les premiers résultats du projet Ville de la Renaissance sont non seulement visibles, mais aussi mesurables. En 6 mois, plus de 12 000 logements ont été construits, offrant un abri stable et durable à des milliers de déplacés internes. Ces chiffres ne se limitent pas seulement aux bâtiments. Les statistiques montrent également une évolution significative dans la qualité de vie des résidents. Plus de 4 000 emplois ont été créés directement grâce au projet, dont près de 50% ont été occupés par des déplacés internes. Ce chiffre est particulièrement frappant car il marque un tournant dans la réintégration économique des populations déplacées. D'anciens réfugiés, autrefois dépendants de l'aide humanitaire, sont désormais des contributeurs actifs à la reconstruction de leur propre pays. Les infrastructures de base, comme l'eau potable, ont été installées dans chaque quartier. Grâce à l'utilisation de panneaux solaires, la ville bénéficie désormais d'un accès stable à l'électricité, ce qui était un luxe dans cette région du Sahel. Les premières évaluations ont également révélé une réduction notable de la dépendance à l'aide extérieure. En effet, près de 80% des matériaux utilisés pour la construction ont été produits localement et les ressources financières proviennent principalement de l'exploitation de l'or local, ce qui a permis de financer le projet sans recourir à des prêts extérieurs ou à une aide internationale. L'impact économique de cette initiative ne se limite pas aux emplois directs. Il a également entraîné un renforcement de l'économie locale grâce à la demande accrue de matériaux de construction, de services logistiques et d'infrastructures. Les petites entreprises locales, comme les ateliers de fabrication de briques et les fonderies, ont prospéré grâce aux besoins du chantier. Cela a permis à des milliers de personnes de trouver un emploi dans des secteurs qu'elles n'avaient jamais envisagés auparavant. En outre, les données concernant la santé montrent des améliorations considérables. Avant la construction de la ville, l'accès aux soins de santé était limité, avec des taux élevés de maladies liées à l'eau insalubre et à des conditions de vie précaires. Aujourd'hui, les cliniques locales ont vu une réduction des cas de maladies hydriques et un meilleur accès aux soins médicaux de base. Ces résultats sont particulièrement significatifs, car ils témoignent d'un modèle qui ne se limite pas à la construction d'infrastructures, mais qui intègre également des éléments essentiels à la santé et au bien-être des habitants. Enfin, les statistiques montrent également une forte participation de la population déplacée dans la gestion des quartiers et la prise de décision locale. Plus de 75% des décisions concernant l'urbanisme et les infrastructures sont désormais prises par des conseils de quartier, composés en grande partie de déplacés. Ce chiffre est un témoignage du changement profond qui s'est opéré dans la perception des déplacés. Ils sont passés de victimes passives à acteurs du changement, réinvestissant leurs rôles sociaux dans un contexte de reconstruction. Les résultats obtenus jusqu'à présent prouvent que le modèle de la ville de la Renaissance a non seulement permis de reconstruire des habitations, mais aussi de créer un écosystème économique et social résilient, capable de se maintenir sur le long terme. Ces preuves quantifiables montrent que l'autonomie locale, la solidarité et l'implication active des habitants peuvent transformer une crise humanitaire en une opportunité de développement durable. Le modèle de la ville de la Renaissance a suscité un large débat parmi les experts et les observateurs internationaux. Certains soutiennent que la démarche d'Ibrahim Traoré représente un tournant historique pour l'Afrique, un modèle de souveraineté économique et de développement autonome. Pour eux, le projet démontre qu'il est possible de résoudre des crises humanitaires massives sans recourir à l'aide internationale
et sans succomber à la dépendance des prêts étrangers qui perpétuent la fragilité économique. L'argument central est simple. Si les ressources naturelles locales, telles que l'or, peuvent être utilisées pour financer la reconstruction, pourquoi recourir à l'aide extérieure qui souvent entraîne des dettes à long terme? Cependant, d'autres critiques soulignent des failles potentielles dans ce modèle. L'une des principales préoccupations est la durabilité de ce modèle de financement. Si la production d'or venait à diminuer ou si les conditions économiques venaient à se détériorer, le projet pourrait se retrouver sans ressources et suffisantes pour maintenir son développement. De plus, l'absence de supervision internationale pourrait rendre le modèle plus vulnérable à des abus ou à des erreurs de gestion, réduisant ainsi la transparence et la responsabilité. Certains experts craignent également que le contrôle centralisé du projet, malgré la participation locale, puisse favoriser une forme de gouvernance autoritaire, où les décisions seraient prises sans une véritable décentralisation du pouvoir. Mais les partisans du projet affirment que ces critiques ne tiennent pas compte de la dynamique locale mise en place. En effet, l'implication active des déplacés dans la construction de leur avenir, notamment par la gestion des quartiers et des infrastructures, est un facteur clé de la réussite. Le modèle, loin de centraliser le pouvoir, repose sur une gouvernance locale qui permet à chaque conseil de quartier, composé principalement de déplacés, de décider des priorités et des actions à mener. Ce processus, bien que difficile à quantifier dans un premier temps, renforce la résilience et la cohésion sociale de la communauté. Le débat entre ces deux positions souligne l'enjeu majeur de ce projet. Réussir à prouver qu'il est possible de se reconstruire de manière autonome tout en garantissant une gestion transparente et durable des ressources. Si le modèle continue de prospérer, il pourrait bien devenir un exemple pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. En revanche, si les défis de gestion ou de financement s'avèrent insurmontables, ils pourraient servir de leçon précieuse sur les dangers d'un développement trop rapide et insuffisamment supervisé. Le tournant majeur dans l'histoire de la ville de la Renaissance survient lorsqu'un drone survole pour la première fois les nouvelles infrastructures. Les images aériennes, partagées largement sur les réseaux sociaux, montrent une progression bien plus rapide que prévu. Là où il y avait du sable et des campements improvisés, il y a désormais des quartiers entiers en construction, avec des maisons en briques, des écoles et des panneaux solaires qui alimentent les premiers foyers. Ce changement spectaculaire n'est pas seulement visible sur le terrain, il se fait aussi sentir dans l'état d'esprit des déplacés. Autrefois considérés comme des victimes, ils commencent à se percevoir comme des bâtisseurs de leur propre avenir. L'un des moments les plus marquants de cette phase a été l'ouverture de la première école construite par les habitants. Ce n'est pas un bâtiment imposant, mais son impact est immense. Elle incarne un symbole de résilience, de transformation et d'espoir pour toute la communauté. Ce changement physique est le reflet d'une dynamique plus profonde. Les déplacés prennent possession de leur destin et la ville prend vie non seulement à travers ses structures, mais aussi par la manière dont elle redéfinit la place de chacun dans la société. Le projet Ville de la Renaissance ne se contente pas de créer des logements, il transforme fondamentalement la réalité socio-économique des déplacés internes. Aujourd'hui, les premières données montrent que les bénéfices ne se limitent pas aux infrastructures. En effet, le projet a eu un impact direct sur plusieurs groupes de population, en particulier les habitants réinstallés, les autorités locales, les entreprises locales et même les pays voisins. Pour les déplacés internes, la plus grande évolution a été la reprise de contrôle sur leur propre destin. Non seulement ils ont maintenant un toit, mais ils participent activement à la reconstruction. Plus de 4000 emplois ont été créés, dont près de 50% sont occupés par des déplacés eux-mêmes. Cela marque un changement profond dans la perception des déplacés. Ils ne sont plus vus comme de simples bénéficiaires de l'aide, mais comme des acteurs essentiels du développement.
Ce passage d'une position passive à une position active est crucial pour la stabilité à long terme de la région. Les déplacés ne reconstruisent pas seulement leur maison, mais aussi leur identité et leur rôle dans la société. Du côté des autorités locales, le projet a redéfini la notion de gouvernance. Plutôt que d'imposer des solutions depuis l'extérieur, le projet repose sur des conseils de quartier composés en majorité de déplacés. Ces conseils prennent des décisions concernant l'urbanisme, la distribution de l'eau et même les priorités les sanitaires. Ce modèle de gouvernance décentralisée et inclusive a renforcé la confiance de la population dans les institutions locales qui étaient auparavant perçues comme éloignées et inefficaces. Aujourd'hui, les autorités locales sont vues comme des partenaires actifs dans la reconstruction. Le projet a également des répercussions économiques significatives. Les entreprises locales, notamment celles qui produisent des matériaux de construction et fournissent des services logistiques, ont prospéré grâce à la demande croissante. Ces entreprises, souvent petites et informelles, ont bénéficié d'un soutien direct du projet, qui a permis de renforcer leur capacité de production et de distribution. Ainsi, l'économie locale a non seulement survécu à la crise, mais elle s'est également renforcée grâce au projet. Enfin, les retombées du projet ne se limitent pas aux frontières du Burkina Faso. Des délégations venues du Mali, du Niger et de la Guinée ont visité la ville de la Renaissance pour s'inspirer de ce modèle de reconstruction locale. Ces pays, confrontés à des défis similaires de déplacement massif de population et d'insécurité, voient dans ce projet une opportunité de reconstruire de manière autonome, sans dépendre des financements étrangers. Le modèle de Traoré, avec ses fondations locales et son approche décentralisée, a attiré l'attention de nombreux observateurs internationaux qui commencent à le considérer comme une référence pour la reconstruction dans d'autres pays de la région. Les statistiques de l'UNHCR et d'autres agences humanitaires montrent que ce type d'initiative peut réduire la dépendance aux aides extérieures et, à terme, pourrait transformer la dynamique de l'aide humanitaire en Afrique en la remplaçant par une approche plus inclusive et durable. En regardant l'avenir à 6 à 12 mois, plusieurs scénarios s'offrent pour le projet Ville de la Renaissance. Chacun de ces deux scénarios dépendra de facteurs clés tels que le maintien de la stabilité politique, la continuité de l'approvisionnement en ressources et l'implication active des habitants dans le processus de reconstruction. Le premier scénario, le plus optimiste, suppose que le rythme de la construction se maintienne. Si les équipes locales continuent de travailler avec la même efficacité et les mêmes ressources, il est raisonnable de penser que d'ici 1 an, la ville de la Renaissance pourrait doubler le nombre de logements disponibles, atteignant ainsi environ 24 000 unités. Cette expansion permettrait d'accueillir encore plus de déplacés internes, tout en consolidant les infrastructures locales, notamment les écoles et les centres de santé. Dans ce scénario, la croissance économique locale se poursuivrait, avec une augmentation des emplois dans les secteurs de la construction, du recyclage des matériaux et de l'agriculture, ce qui permettrait de stabiliser encore davantage l'économie locale. Si ces conditions sont réunies, le modèle de la ville de la Renaissance pourrait devenir un exemple pour d'autres pays de la région. Le scénario intermédiaire envisage des progrès modérés. Bien que la construction continue, le projet pourrait être confronté à des défis externes, tels que des fluctuations dans la production d'or ou des tensions politiques locales qui ralentiraient le financement. Dans ce cas, l'objectif de 12 000 logements supplémentaires pourrait être atteint, mais à un rythme plus lent. La dynamique de développement économique pourrait être freinée par une instabilité temporaire, mais grâce à l'implication continue des communautés locales, le projet pourrait rester viable à long terme. Les autorités locales et les entreprises locales devraient également renforcer leur coopération pour pallier les lacunes temporaires en matière de financement.
Le troisième scénario, le plus pessimiste, envisagerait des problèmes internes tels qu'un désengagement des déplacés ou des tensions politiques accrues, ainsi que des difficultés à maintenir le financement du projet. Si l'or local venait à se raréfier ou si les coûts de production des matériaux augmentaient, le projet pourrait se ralentir considérablement. Dans ce cas, le rythme de la construction des logements pourrait se stabiliser ou diminuer et la capacité à maintenir les infrastructures existantes pourrait être remise en question. Cependant, même dans ce scénario, la ville de la Renaissance pourrait réussir à préserver une partie de ses acquis grâce à l'engagement des habitants et à un soutien extérieur limité venant de pays voisins ou d'institutions internationales intéressées par le modèle. En fin de compte, le succès de ces trois scénarios reposera sur la capacité de la communauté locale à continuer d'agir comme moteur de la reconstruction, tout en s'adaptant aux défis économiques et politiques. Dans tous les cas, la ville de la Renaissance reste un modèle de résilience qui pourrait redéfinir la manière dont les crises humanitaires sont gérées dans la région sahélienne. Ce projet de reconstruction, bien que centré sur le Burkina Faso, interpelle bien au-delà des frontières de la région. Pour le spectateur extérieur, il offre une réflexion puissante sur ce que signifie reconstruire, non seulement des infrastructures, mais aussi des vies, des communautés et des espoirs. La ville de la Renaissance démontre que même dans les contextes les plus difficiles, il est possible de créer des solutions durables lorsque les ressources locales sont utilisées intelligemment et que la participation des communautés est placée au cœur du processus. Ce modèle soulève des questions profondes sur la manière dont nous comprenons l'aide humanitaire. Trop souvent, les crises sont perçues comme des situations où les pays en développement doivent dépendre des aides extérieures et où la reconstruction se fait principalement sous la forme de dons et de prêts internationaux. En revanche, ce projet nous invite à repenser cette logique et à envisager des alternatives. Pourquoi les pays riches devraient-elles toujours être les principaux donateurs lorsque des solutions locales existent? Pourquoi les pays africains, riches en ressources naturelles, ne pourraient-ils pas financer eux-mêmes leur reconstruction tout en impliquant les populations dans ce processus? Pour ceux qui suivent ce projet de près, il ne s'agit pas seulement de voir un pays se reconstruire après une crise, mais de réfléchir à la manière dont chacun de nous, dans nos sociétés respectives, peut participer à des efforts collectifs pour améliorer notre avenir. Les habitants de la ville de la Renaissance ne se contentent pas d'être des témoins passifs de leur propre sort. Ils sont les architectes de leur futur. C'est une leçon de résilience, d'autonomie et de solidarité. Pour garantir la durabilité et le succès à long terme de la ville de la Renaissance, plusieurs étapes clés doivent être mises en place. La première consiste à renforcer la gouvernance locale. Les conseils de quartier, qui jouent un rôle essentiel dans la gestion des infrastructures et la prise de décision communautaire, doivent être soutenus par des formations continues et des ressources suffisantes pour fonctionner efficacement. Ces conseils doivent également être intégrés dans un réseau plus large, permettant une communication fluide avec les autorités nationales et les acteurs privés. Ensuite, il est crucial de maintenir et d'améliorer les infrastructures essentielles, telles que l'eau, l'électricité et les services de santé. Les ressources locales, notamment l'or, doivent être gérées de manière transparente et responsable pour garantir un financement continu. La mise en place de mécanismes de contrôle et de suivi permettra d'assurer que les fonds sont utilisés à bon escient et que les projets restent sur la bonne voie. Des audits réguliers seront nécessaires pour éviter toute dérive ou malversation. La troisième étape consiste à diversifier les sources de financement. Bien que l'or local soit une ressource clé, il est important de développer d'autres secteurs économiques, comme l'agriculture durable et le tourisme, pour renforcer l'autonomie économique de la ville. Les entreprises locales, qui ont déjà bénéficié du projet, doivent être encouragées à se développer davantage et à créer des partenariats publics-privés pour soutenir la croissance économique.
Enfin, il est essentiel de continuer à impliquer activement la population déplacée. Les programmes de formation, d'emploi et de participation à la gestion de la ville doivent être étendus pour garantir que chaque citoyen puisse contribuer à la construction d'un avenir commun. La solidarité et l'engagement de la communauté resteront la clé du succès du projet à long terme. En retournant au chantier, là où la poussière se mêle aux premiers rayons de soleil, on voit des visages transformés. Amadou, l'ancien agriculteur, qui n'aurait jamais imaginé poser une brique un an auparavant, travaille maintenant avec assurance. À ses côtés, Fatou, la veuve, transporte des matériaux et surveille les détails des constructions. Leur histoire n'est plus celle de la survie, mais de la participation active. La ville de la Renaissance ne se contente pas de redéfinir le paysage physique du Burkina Faso, elle réinvente le rôle de chacun dans la société. Ibrahim Traoré, loin d'être le seul acteur de ce projet, incarne ce catalyseur de changement. Son modèle repose sur l'autonomie et la résilience des populations locales. Ce n'est pas seulement une ville qui se construit, mais une nouvelle façon de penser l'avenir. Une Afrique qui, au lieu de toujours tendre la main pour recevoir de l'aide, trouve des solutions en elle-même. À mesure que les toits rouges se dressent, que les enfants entrent dans les écoles et que les femmes participent à la vie économique, le projet se confirme comme une leçon de résilience. Une maison n'est plus simplement un abri, mais un symbole du pouvoir collectif. Ibrahim Traoré n'a pas seulement bâti une ville, il a redonné à son peuple la dignité de choisir son avenir. La ville de la Renaissance est plus qu'un projet de reconstruction. Elle est un témoignage vivant de ce que la solidarité et l'autonomie peuvent accomplir dans un contexte de crise. Ce modèle, qui transforme la vulnérabilité en force, offre une nouvelle vision de l'avenir pour l'Afrique. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Elle résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso, invitant chacun de nous à réfléchir sur la manière dont nous pouvons, à notre échelle, participer à des projets de transformation collective. Chaque action, même la plus petite, peut contribuer à bâtir un avenir plus juste et plus durable. Si cette initiative vous inspire, partagez-la avec ceux qui croient en l'auto-empowerment et la résilience des communautés locales. Suivez l'évolution du projet, apprenez de cette expérience et posez-vous cette question. Comment pouvez-vous participer à ce changement, là où vous êtes, avec les ressources à votre disposition? La reconstruction commence par une idée, mais elle s'épanouit grâce à l'action collective. Ensemble, nous pouvons réinventer l'avenir.